C'est ça le foot. Je sais pas où t'étais, je sais pas pour qui t'étais, tout ce que je sais, c'est que t'étais tétanisé à la fin du match. Je sais pas si t'as chialé de joie ou de tristesse, si t'as crié, si t'as renversé ta bière, ou si t'as jeté ta part de pizza sur la téloche. En tout cas, t'as vécu des émotions que le prochain qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu te provoquera pas. Alors ok, Benzema et Neymar sur une feuille de match, c'est un peu plus sexy que Christian Clavier et Harry Habitant, mais c'était pas dit d'avance. Et moi, je te promets, j'étais triste. L'avantage d'être supporter de Rennes, c'est que depuis tout petit, tu supportes tous les clubs français en Europe. Parce que si tu le fais pas, bah tu finis par regarder du handball. J'étais supporter de Paris, avec moins de boulot au ventre qu'un vrai supporter, mais on peut dire que j'étais pour. Que je serais ravi qu'ils finissent un jour par aller au bout. Mais après coup, c'est ça le foot bordel. Certains commentateurs vont rentrer dans des considérations tactiques, d'autres vont polémiquer 8 heures sur le premier but et une potentielle faute. Ça va Elias, on t'emmerde pas trop, mais moi je m'en fous. J'étais là sur mon canapé et je me demandais ce que je venais de voir. Quel genre de tourbillon d'émotions m'avait traversé. On vient d'assister à un scénario que personne n'avait prévu, que personne ne pouvait prévoir. Et au fond, vraiment au fond, si on sort du clubisme, du patriotisme, c'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est le plus grand des arts. Jamais le cinéma ou le théâtre, la musique ou la danse pourra t'offrir ça. On a crié, on a pleuré, on était énervé ou ravi. C'est selon, mais on a fait des trucs. On a senti des choses qu'on ressent pas si souvent dans une vie, dans cette vie. Combien de gamins sans supporterisme aucun ou avec ont écarquillé les yeux, ont admiré et ont dit à haute voix, comme pour être sûr, c'était quoi ça, papa? En simultané, dans le monde entier. Combien de battements de cœur par minute se sont accélérés? Et moi le premier. Quand parfois tu te sens froid, lassé et vide de tout ce que la vie a à offrir, métro, sport, copains, baisse, dodo, bouffe, on est gris. Je suis gris comme un encéphalogramme plat, et là le foot, et là ces matchs, et là ces émotions. J'aime ce que le foot me fait, j'aime me voir con, excessif, de mauvaise foi, mais vivant. Le foot provoque ces gens, c'est ça le foot. Des mecs qui aiment, des mecs qui gueulent, des mecs qui jouissent, des mecs qui pleurent, des mecs qui gueulent, des mecs qui se prennent dans leurs bras en disant merci ou putain la con de sa mère, des mecs qui réfléchissent et d'autres moins, des mecs qui gueulent, des mecs qui se réunissent pour gueuler, des mecs qui se réunissent tout court, des mecs qui ressentent, des mecs qui vibrent, des mecs pauvres, des mecs riches, des mecs qui te disent bof quand tu leur dis ça va, mais là on s'en fout. Des mecs honnêtes, des escrocs et des mecs entre deux. Des mecs qui sont des meufs qui sont des mecs, des gens qui regardent le foot et qui se sentent en vie pour la bonne ou la mauvaise raison quand le ballon fait trembler les filets. Et si ça vous paraît méprisable, animal, et bah tant pis, c'est comme ça. Et dans nos vies, on est content d'avoir ces émotions qui nous rappellent que notre corps et notre âme peuvent vibrer à l'unisson. Alors oui, c'est triste pour les supporters français, rien à voir avec Marseille, donc oui, on se demande au bout de la 12e saison de cette série à la con, quand est-ce que le dénouement heureux va arriver. Oui, on peut parler tactique et arbitrage, ça va Elias? Oui, on peut parler du niveau de Messi, de ce qu'ils auraient dû faire, mais tout ce que je retiens, c'est que mes poils se sont hérissés, que ma tête a dit pourquoi au moment où mon cœur répondait parce qu'on s'est senti vivant, et c'est ça le foot. Hello, salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Poteau Carré, ravi de vous retrouver pour parler de ce sport qui n'est pas que ça. On est tous à distance aujourd'hui, rapport à nos agendas très compliqués, mais on va quand même se faire une belle émission. On va mettre les émotions de côté, on va parler de jeu, un peu de tactique, et qui mieux pour parler de jeu que celui qui est invaincu. Vous pouvez le retrouver tous les mardis à 15h pour le tournoi de Scrabble dans la salle commune de l'EHPAD de Rambouillet. Ça va Alex? Ah mais c'est bien, ça me fait au moins une série de victoires. Écoute, même si c'est du Scrabble, on prend. Et j'ai des adversaires coriaces, hein, crois-moi. Les adversaires coriaces autant que le FC Bâle. Ok. Avec moi, on ne sait pas où il sillonne la France, mais quand on parle de terrasse, ça rime plus avec 3 pintes qu'avec ma femme et mes gosses, donc on n'a toujours pas retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, mais on a trouvé Val, ça va? Ouais, ça va très bien, Jules. Je voulais lancer cette émission en imaginant un peu ce que pouvait donner l'accent germano-portugais de Flo, mais je me suis dit que c'était pas trop le mood de faire des blagues avec lui. Du coup, je vais plutôt te parler de ton karma sur la dernière émission de Top Thème, Jules. Bah mec, je commence à croire qu'enfin, peut-être que le monde des pronostics vient à moi. Jules qui a annoncé donc le triplé de Benzema il y a 3 semaines, qui s'est malheureusement passé pour Flo. Mais je commence à croire que l'accent allemand de Flo va devenir un running gag de toutes tes intros. Donc du coup, toujours à distance. Il a pris 4 kilos de muscle depuis qu'il fait du dos crawlé dans ses larmes. Il commence à se dire qu'il aurait mieux fait de continuer à supporter Auxerre et qu'on se le dise, t'aurais le mental de Kanga à Calais et Bonaventure Kalou dans cette équipe, peut-être que ça aurait fait la diff. Flo, comment ça se passe? T'arrives à sourire quand même un peu à la vie? Bah, très bien, la JOCR mène 2-0 au bout de 25 minutes de jeu contre Sochaux, dans un choc de Ligue 2. Donc le sourire est absolument là.
Je me marre parce que vous avez que l'audio, mais nous, on est à distance. Et Flo, il tire la gueule depuis un quart d'heure, mais il est incapable de décrocher un sourire. Mais vraiment, il n'y a rien de fin, quoi. Il fait pas semblant. C'est vraiment, on est sur de la détestation de la vie. Disons que ça fait 2 jours que si je n'avais pas un taf qui rimerait avec événementiel, je serais en télétravail depuis 3 jours. Mais non, ça va forcément très bien. J'ai juste une seule hâte, c'est de remettre. Alors, on enregistre cette émission avant le PSG Bordeaux. Je ne sais pas ce qui se passera sur le PSG Bordeaux. Il y aura peut-être des morts, il y aura peut-être peut-être Non, des mais en morts. vrai, Franchement, on le c'est horrible. souhaite. Mais J'aimerais pas être à ta place parce que moi, déjà, tu vois, la trêve juillet, mi-août, Ouais. elle me paraît longue. Mais vous, du coup, la trêve mars-août, elle Mais ce qui est est dingue, moi très je me longue, suis quoi. fait la réflexion, c'est que sur toutes les remontadas subies par le PSG, ça arrive en plus toujours les années impaires. Et du coup, ils ont pas le temps de. Ils peuvent même pas se remettre dans le truc avec une potentielle compétition internationale, avec l'équipe de France éventuellement pendant l'été. les années Ouais. impaires. Ouais, t'as bien On fait est de dire ça 2022, l'année c'est une année dernière, impaire. mais en 2022, c'est Voilà. nickel. Donc première Ouais. exception cette année, mais première fois qu'il y a quand même pas une Coupe du Monde l'été, donc c'est exactement le même raisonnement. Ah oui, non, mais ouais, la fin de saison va être très très longue pour Flo. Histoire qu'on passe vite là-dessus, je fais ma petite question PMU, les gars. Toutes compétitions confondues, donc du coup, Conference League, Europa League et Ligue des Champions, avec du coup seulement Lille, vu que le PSG est éliminé de la Ligue des Champions. Euh, Où est-ce que vous voyez en termes de stage, en termes d'étape, aller les clubs français le plus haut? Où est-ce que les clubs français vont s'arrêter? Bah, ce serait bien que Marseille aille loin dans cette compétition. Alors, bon, pas pour nous, mais pour le football français, on va dire, de manière générale. Parce qu'il y a quand même quelque chose à faire face à ces adversaires abordables, on va dire. Et puis, d'un point de vue plus personnel, si on veut être un peu ambitieux, je pense que Lyon a aussi quelque chose à faire dans cette compétition. Au moins une demi-finale serait vraiment bien. Toi, Flo, tu veux plus parler de compétition européenne, j'imagine? Moi, je vais rien suivre du tout, donc j'en ai absolument rien à faire, pour être tout à fait honnête. Donc, donc non, bon vent au club français, sauf à Marseille, mais sinon qu'ils fassent ce qu'ils veulent, cela ne m'importe guère. Et sinon, dès que je te pose une question pendant le reste du podcast, tu me dis va te faire foutre, hein, ce sera plus Non, rapide. mais j'attends le moment sur Porto. Parlons d'autres football, mais non. Alex, je toi, ne- tu as des bons espoirs pour Marseille, j'imagine, et comment tu vois les autres? Non, pas vraiment. Vu la Ah, dynamique ok. du moment, moi j'aurais plutôt dit que, tu vois, Lyon qui est habitué à l'Europe et qui déçoit jamais, c'est peut-être eux que je vois aller loin, quitte à faire une belle perf, à sortir un gros en Europa League. Mais l'OM va passer balle, ça j'en suis presque convaincu, j'espère en tout cas. Et après, je garantis rien de ce qui se passera avec cette équipe. Ok, bon, bah, donc, comme vous pouvez le voir, a priori, la joie de vivre règne à travers ce podcast. Les gens sont Bah, tout heureux va d'être bien, là. hein. L'Olympique Lyonnais a fait un bon match contre Porto. Voilà, je te laisse faire tes transitions, mais non, ça va bien, moi. Oui, oui, non, mais puis Le, après, fu- le fumier a mis un moi, triplé. moi, Rennes a perdu contre Leicester, mais je suis pas là à chialer comme les autres, là, à un moment, merde. Bon, allez, on enclenche sur notre gros sujet. Alors, aujourd'hui, on sort un peu des fameux 5 grands championnats, car oui, la France fait partie des 5 grands championnats, et on se dirige vers le 6e, celui qui nous fait un peu la nique, la Liga NOS. Bienvenue au pays du bacalao, celui où les coachs se forment à l'université et où visiblement on a l'habitude de voler des compétitions européennes. Bienvenue surtout chez les Dragons, ceux de Porto, leur président emblématique, leur politique de recrutement enviée longtemps dans toute l'Europe et leur coach qu'on connaît un peu dans cette ville qui se veut bretonne mais qui se situe en Loire-Atlantique. On va parler de Porto, les gars, et pour que chacun se situe, ceux qui connaissent pas, qui se sont jamais intéressés à ce club, on va déjà parler de ceux qui le dirigent, notamment leur président, qui est une figure du foot européen. Déjà, juste, premier truc à dire, la Liga portugaise a changé de nom. Ça ne s'appelle plus la Liga NOS. Ah, et C'est tu sais que j'ai eu un redevenu doute la quand je Liga l'ai écrit. Bwin. Ok, j'ai eu un doute quand je l'ai écrit. Sur un formidable naming. D'accord, bon, t'as décidé de nous casser les couilles tout le podcast toi, aujourd'hui. Exactement. Je ne suis absolument pas d'humeur, donc je ne veux pas que ce podcast réussisse. Ce qui est La dingue, c'est défaite qu'il dit va tout ça très avec mal. un ton aigri et un peu agressif. T'es Ouais. vraiment passif-agressif. Il était à deux doigts de dire je te rappelle que ça s'appelle pas comme ça, connard. C'était à peu près le sens du propos. Ouais, bon bah super top. Ben, je suis ravi qu'après une défaite de foot, il n'y ait plus d'amitié qui tienne. Mais est-ce que vous voulez bien me parler
de ce fameux président, le président des Dragons, qui est une figure très connue au Portugal et en Europe. Ouais, Jules, Pinto da Costa, qui est donc en poste depuis 1982 et qui vient d'être élu pour un 15e mandat en juin 2020 avec 69% des suffrages, parce qu'on rappelle que Porto est un club qui est détenu par des socios qui donc élisent leur président. T'as juste dit un petit truc Juste en... Alex, je te coupe pour ceux qui sont pas au courant. Du coup, les socios élisent le président, c'est tous les combien? Comment ça se déroule à peu près? Quelqu'un peut m'expliquer ça pour ceux qui sont pas au courant du fonctionnement? Écoute, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est tous les 5 ans et que, à la manière d'une élection présidentielle, il arrive avec un programme, avec une stratégie à mettre en place et en fonction de son passé, bah, les socios. Alors, pour être socios, évidemment, il faut une carte de membre, il faut être inscrit au club, il faut payer une cotisation et ça donne un pouvoir de vote à ses supporters. Juste pour bien se rendre compte et compléter ce que disait Alex sur la popularité et les socios du FC Porto, quand on dit le mot socios, c'est pas un mot qui est galvaudé. Il faut savoir que le FC Porto a grosso modo 138-140 000 socios. C'est à peu près 40 000 de plus que le FC Barcelone qu'on vante toujours comme le club avec le modèle socios par-dessus tout. Donc c'est un club qui au Portugal est comme le Benfica, alors le Benfica est encore au-dessus, a beaucoup de socios aussi en dehors du Portugal et répartis un petit peu partout dans le monde via la diaspora portugaise. Donc c'est vraiment un club où une élection d'un président, donc là c'est son 15e mandat pour Pinto da Costa, c'est 138 000 personnes, donc on est grosso modo quasiment sur une grosse ville, quoi. C'est comme une élection d'un maire, quoi. Du coup, Alex, c'est ce que tu nous disais, il vient de se faire réélire et comme le disait Flo, c'est son 15e mandat, ce qui est énorme. Ouais, Jules, 15 mandats, ça paraît monstrueux, mais il faut savoir qu'il a un sacré palmarès qui joue en sa faveur. Je crois qu'il a gagné pas loin de 65 titres avec Porto depuis qu'il est président. Et malgré tous ses succès, c'est un mec qui reste assez clivant. Et j'en veux pour preuve cette citation du président du Sporting Portugal qui disait: à la fin, un bandit restera toujours un bandit. Lorsqu'il prendra sa retraite ou sera contraint de le faire, il rendra un grand service au football portugais. Alors, pourquoi autant de haine vis-à-vis de Pinto da Costa? Il faut savoir qu'il a été accusé notamment d'avoir payé l'arbitre d'un match en 2003-2004, la fameuse saison magique avec José Mourinho. Il est il y a beaucoup de suspicions autour de malversations sur des transferts, de détournement d'argent et des relations très étroites avec notamment le super agent dont on a déjà parlé ici, Jorge Mendes, ou avec le fonds Doyen Sport, dont son fils, Alexandre, qui est un agent de joueur, et en fait qui est à la tête d'une firme qui est en étroite collaboration avec Doyen Sport. Donc il y a beaucoup de conflits d'intérêts, il y a une opacité dans tout ça qui dégoûte un peu tout le monde, et à la fin, bah, on comprend assez facilement qu'il y a un rejet qui se crée autour de ce personnage quand même. Ok, donc alors tu dis il y a un rejet, il y a un dégoût de tout le monde, mais c'est quand même son 15e mandat, donc j'imagine que sa relation avec les supporters de Porto, elle est quand même saine s'il le réalise à chaque fois. Ah bah, tant que, évidemment, et je laisserai la parole à Val après pour compléter, mais avec un palmarès aussi fort, c'est évident que les supporters le suivent presque aveuglément. Mais ce que je veux juste dire sans détruire ce mec, hein, c'est simplement que c'est pas un personnage tout blanc, tout noir. Ce qui, sans vouloir rentrer dans le clubisme très franco-français, il y a quand même pas mal de parallèles qui sont à faire avec Jean-Michel Aulas, si on veut donner un exemple pour les personnes qui nous écoutent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris le club il y a très longtemps, qui l'a construit un petit peu enfin, qui l'a construit. Ça a toujours été un club très historique, mais qui l'a reconstruit un peu de A à Z. Et donc forcément, avec ça, avec tous les titres qu'il a remportés, lui viennent forcément un petit peu de pouvoir. C'est pour ça qu'il est très clivant avec les autres supporters. Mais ce que tu disais, Alex, c'est que l'inverse de ça, c'est que forcément, comme il a réussi à construire tout un club, à les refaire gagner des titres, et ben il est très populaire au sein même du club, ce qui est un peu le cas aussi à Lyon avec Jean-Michel Aulas. Donc le parallèle est assez intéressant pour en guise d'exemple. Alors, il faut quand même enlever un petit peu enfin, c'est vraiment un Aulas avec les petites magouilles dont Alex parlait en Oui, plus. c'est ce que j'allais Aulas dire. ne baigne Aulas, pas non plus dans ses. Alors, il a de l'influence, il a des pouvoirs qui sont intéressants, oui, mais bon, bref, c'est pas le mais même style de, c'est pas le même style Ola, de. c'est pas réputé non plus en France pour être un mafieux machin, mais il y a ça, il y a cette, c'est le genre de mec où tu es content que ce soit ton président, mais on peut comprendre que les autres clubs aient un peu cette haine. Et d'ailleurs, que ce soit Ouais, pour
Ah, Juste, je finis Flo, du coup, vite fait là-dessus. Que ce soit pour le ressenti par rapport à ce président au Portugal ou pour les autres infos qu'on va sortir, on peut remercier du coup Alex Ribeiro du compte Trivela qui nous a donné pas mal d'infos, avec qui on a eu un petit coup de fil d'une demi-heure qui nous a beaucoup aidé, notamment justement pour ce ressenti-là, sur ce que nous on peut pas voir à travers d'autres articles ou autres, et de ce que ressentent les Portugais et les autres supporters de club par rapport à ce gars-là. Euh, Tu voulais oh, réagir vite fait, Flo, avant que je passe à autre chose? ouais, non, mais quand on parle des magouilles du président de Porto, c'est évidemment catastrophique, mais en fait, c'est à l'image du foot portugais, c'est-à-dire que Porto peut être parfois raillé par les autres supporters, notamment pour son président, mais Benfica tient le titre honorifique de club le plus corrompu du monde. En fait, c'est tout le foot portugais qui est très très touché par la corruption, les magouilles d'arbitrage. C'est pas pour rien d'ailleurs que le premier lanceur d'alerte du football, c'était Rui Pinto il y a quelques années, là, il y a 2-3 ans, qui est maintenant protégé et qui veut être mis en prison. Il vient, oui, c'est peut-être pas Rui Pinto, mais il vient c'est un Portugais parce que voilà, le foot portugais est vérolé et c'est pas du tout que le FC Porto. Le Benfica et le Sporting sont largement aussi touchés par cette corruption. Et pour compléter ce que disait Flo et Val quand il parlait du clubisme et que c'est très franco-français, au Portugal, le clubisme, c'est un step mais largement au-dessus de ce qui se passe en France, hein. C'est J'allais juste pour le l'exemple J... personnel, moi, hein, c'est juste Bah, avec chacun Ouais, du non, coup, mais Utrecht Hollandaise, les trois grands clubs portugais a son propre média complètement derrière, faut, derrière ces clubs. il faut savoir que le foot là-bas, c'est vraiment une religion, que dès qu'il y a un derby, un truc, la une du 20h le lendemain, c'est une ouverture de 15 minutes sur le match de la veille, qu'on débriefe au JT de 20h, vous imaginez, je sais pas, n'importe quel présentateur sur TF1 ou France 2 en train de faire 15 minutes sur la décision arbitrale du mec qui a fait PSG-OM. On est dans ce contexte-là, donc attention, ça rigole pas, Non, quoi. mais c'est bien de Non, rappeler le contexte et de rappeler ça que n'a le aucun- Portugal est une vraie terre de foot, et que dans les JT, on ne dit pas forcément que ce ne sont que des millionnaires qui courent après un ballon. Pour revenir, pour recentrer un peu le débat, parce que c'était cool de parler du contexte portugais et de voir comment les gens ressentent le foot là-bas, mais pour recentrer un petit peu le débat, ce gars-là, ce président qui est emblématique, détesté, aimé, peu importe, euh, pour faire ce club-là, il est accompagné d'une direction et d'une direction sportive qui est assez intéressante, notamment la cellule de recrutement qu'on connaît très bien dans toute l'Europe, parce que Porto a été réputé pour être un club qui allait chercher des pépites. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore sur ce fonctionnement-là? Est-ce qu'on change de direction sportive? Où est-ce qu'on se situe à Porto? Bah, c'est intéressant, il faut savoir que, cette cellule de recrutement qui a fait ses preuves à travers toute l'Europe et même à travers tout le monde, elle est à la base, l'initiative d'un homme qui est Antero Henrique, qu'on a connu puisqu'il était directeur sportif du Paris Saint-Germain à une époque, Il Qui était était quoi? bien méprisé en J'ai pas France. souvenir. J'ai aucun souvenir. oh putain, je sais pas pourquoi j'ai prononcé les lettres Paris Saint-Germain, les mots Paris Saint-Germain, mec, c'est vraiment j'ai l'impression d'avoir remis une pièce dans la machine, tu sais. Mais On le remercie Flo, d'avoir il fait a un peu un venir syndrome. Danilo. Flo, il a un peu un syndrome Gilles de la Tourette avec le PSG. C'est qu'aujourd'hui, dès que tu dis PSG, il dit enculé foot, bâtard, bâtard. Non, mais disons que son passage au PSG aurait été aussi marquant que celui de Patrick Kluivert. Oui, mais bon, Ouais. bref, c'est quand même un mec qui est respecté dans le foot. Oui, non, mais Continue Val, sur le passage Voilà. de la cellule de recrutement de Porto qui a fait quand même ses preuves à l'époque. Bah, il arrive au milieu des années 2000 à Porto, et là il va construire tout un modèle sur la cellule de recrutement qui est assez exceptionnel. Ils vont se doter de scouts à travers tout le monde, et notamment et surtout via la filière sud-américaine, qui est très intéressante, enfin qu'ils ont réussi à développer de manière absolument exceptionnelle. Il faut savoir que ça représentait, je sais plus, je crois qu'au maximum ils sont montés jusqu'à 150 personnes dans cette cellule de recrutement, ce qui est énorme. Ce qui est Euh, hallucinant, sachant qu'en France, parfois, il y en a que 2 ou 3. Est-ce qu'on peut ouais. rappeler rapidement un peu les grands joueurs historiques qui sont passés par Porto? Parce qu'il y en a beaucoup. Oh, bah, il y en a plein, ouais. Falcao, James, Hulk, Anderson, Lucho, Lisandro Lisandro, Lopez, voilà. Di Maria? James. Non, Non, Di Di Maria Maria, il qui est est passé par le Benfica. Ah non, c'est Benfica, pardon. Ali Sissoko, elle est pour toi celle-là, Val? Ali Eliakim Sissoko, mais Mangala, Casemiro, Danilo, Militao et Luis Diaz très récemment. voilà. Ah, voilà, mais... et du coup, non, mais cette cellule de recrutement, voilà, elle a fait ses preuves à travers le monde, à tel point qu'il y a énormément de clubs et de grands clubs européens qui se sont inspirés et qui ont décidé de suivre un petit peu cette démarche-là. On pense notamment à des clubs comme le Real Madrid, par exemple. Euh, Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une évolution dans la façon de gérer cette cellule de recrutement. Pour résumer rapidement ce qu'a dit Val,
c'est que en gros, là où Porto était brillant et allait sur des marchés qui étaient très peu explorés et pouvait ramener des joueurs à des valeurs comme entre, on va dire, entre 2 et 5 millions, maintenant les gros Voire clubs moins. comme, ouais, voire moins, carrément, mais maintenant des gros clubs peuvent se permettre de se poser directement sur ces marchés-là et de acheter les joueurs à 15-20 millions, ce qui profite évidemment à ces petits clubs colombiens, uruguayens, argentins qui avant vendaient leurs joueurs pour des bouchées de pain par rapport à leur talent, et ce qui fait que Porto n'est plus en mesure de suivre la cadence imprimée par ces gros clubs. Ouais, donc en fait, on comprend que en fait, t'as les autres clubs européens qui sont situés sur ce marché-là, où à l'époque, tu pouvais acheter des Hulk et des Rames pour 500 000 balles et les revendre des millions d'euros. Aujourd'hui, tu as le Real, l'Inter et autres qui vont aller mettre des 25 millions sur des gamins de 17 ans directement. Et tu... Bah, on le voit là. Par exemple, un joueur comme Julian Alvarez qui vient de signer, qui vient de signer et qui va arriver cet été à Manchester City. C'est parce que maintenant les gros clubs européens se sont aussi dotés de cellules de recrutement très performantes, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'était là où le Benfica et surtout Porto avaient fait pendant grosso modo une douzaine d'années, de 2005 à 2015 à peu près, 2005-2017, a fait son pain sur ces joueurs sud-américains que personne ne voyait. Un mec comme Hulk, c'est un mec qu'ils ont suivi quand il a commencé tout en bas de l'échelle au niveau du Brésil. Quand ensuite il part, je crois que c'est en D2 japonaise qu'ils vont le chercher. Personne dans un club jouant la Ligue des Champions va chercher un joueur en D2 japonaise. Et eux vont le faire. Et ils vont le ramener, ils vont en faire une star qu'ils vont vendre 60 millions derrière au Zénith. Donc c'est Donc Pareil avec Luis Diaz là derrière. ils pareil ont avec ouvert Lucias. ils ont ouvert une porte dans laquelle tout le monde s'est engouffré. Mais il semble du coup maintenant que la concurrence pour eux financièrement est un peu déloyale sur le marché. Il semble que maintenant du coup ils se tournent vers une autre direction sportive, comme nous le disait d'ailleurs Alex Ribeiro de Trivela, c'est que maintenant, et ça se voit aussi avec la construction de l'effectif, on est plus sur une ambiance de formation au Porto. En fait, c'est même pas qu'il se tourne vers la formation, c'est qu'il se retourne vers la formation. Antero Henrique, avant qu'il arrive au club au début des années 2000, notamment la Ligue des Champions gagnée en 2004 par Mourinho, cette équipe-là, elle s'appuie beaucoup sur une ossature portugaise, avec des joueurs qui soit sont allés chercher très jeunes, soit même formés directement au club. Des Carvalho, des Ferreira, c'est des joueurs qui ont grandi à Porto. C'est à partir du départ de Mourinho, de tous ces joueurs-là de la génération d'Eco, que le club va se tourner vers cette politique. Et aujourd'hui, effectivement, économiquement, ils sont obligés de revenir à cette formation parce qu'ils peuvent plus rivaliser avec les gros clubs européens qui vont chercher les meilleurs joueurs sud-américains. C'est pas qu'ils peuvent plus rivaliser, c'est que là où ils avaient un vrai avantage concurrentiel avant, ils ne l'ont plus aujourd'hui, et donc ils vont chercher justement d'autres manières de se renouveler et d'aller chercher des nouveaux joueurs. En tout cas, ce qui est intéressant de ce qu'on retient, c'est que c'est un club au niveau de la direction sportive qui cherche qui cherche, bonjour à mon orthophoniste, à se renouveler systématiquement. Et voilà, quand il y a une porte entre guillemets qui se ferme et où le marché est moins intéressant, on tente de réinvestir sur la formation et de faire d'autres choses. Et il y a un coach qui est un peu l'emblème de ça, où ça a été un peu compliqué au niveau de la confiance vis-à-vis des jeunes pendant longtemps. C'est le coach actuel. Je serai repris par tous nos amis lusitaniens pendant longtemps sur ce podcast-là. Je vais le prononcer Conceição. Et, mais Avec un certain on est sur plaisir. non, mais bref, je sais que je vais très mal le prononcer pendant tout le podcast. Mais on est sur un coach qu'on a vu un peu en France, qui avait fait plutôt des bonnes choses à Nantes, et maintenant qui est à Porto depuis au moins 4 ans, je crois. C'est une longévité qui est rare. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur le bonhomme, sur sa carrière de joueur, sur ses débuts de coach, sur qui il est, comment il est? Est-ce qu'il préfère le sucré ou le salé? Faut savoir déjà que c'était un sacré joueur de foot contre Sessao. Je sais pas si tout le monde se rappelle, parce que 2000 pour vous c'était 2 ans après votre naissance, mais il fait quand même la demi-finale Toi, t'avais déjà du. 63 ans. Ah bah bien sûr, ouais, ouais. Il fait la demi-finale de l'Euro 2000 avec la France, il met un triplé en phase de poule contre l'Allemagne. C'est un joueur qui a joué à Porto, et ça c'est un truc important, c'est que dans l'organigramme de Porto, vous allez toujours trouver d'anciens joueurs. Par exemple, en ce moment, vous avez Victor Baia, qui était le gardien à l'époque de Mourinho. Vous avez João Pinto, vous avez Rui Barros, que des anciens joueurs de Porto qui sont encore présents et qui ont des fonctions dans le club. Et lui, en fait, il joue à Porto 2 ans. Après ça, il part à Parme, il part à la Lazio, il fait une pige, je crois, du côté de... non, je crois que il fait Parme et la Lazio en Italie. Et
finalement, ce joueur qui est un joueur avec un profil, c'est intéressant de décrire son profil parce que ça décrit vachement son coaching, qui a un profil assez agressif, c'est le genre de mec qui triche pas sur un terrain, qui donne tout, qui se dépouille, qui se met minable, qui parfois dépasse les bornes avec des comportements un peu agressifs. Et ben, il va reproduire cette façon de jouer, il va essayer de la transmettre à ses joueurs. Et il finit sa carrière et très vite, il prend un premier poste de directeur sportif. Je crois que c'est au PAOK Salonique. Il part à Liège au Standard pour commencer sa carrière d'entraîneur. Il a deux, trois expériences comme ça dans des clubs un peu sans grandes ambitions. Et finalement, c'est à Nantes où il obtient le plus de visibilité. Et peut-être que Flo ou Val veut compléter sur ce qu'on a vu à Nantes, mais là on voit un jeu qui est quand même très séduisant et où en fait quand on est supporter, un coach comme ça, moi je trouve on peut que le kiffer quoi. Alors moi du coup avant que Flo ou Val y aille, moi j'avoue que peut-être que je me trompe, mais j'ai pas le souvenir d'un jeu extrêmement séduisant à Nantes. Pour moi, on était sur un investissement qu'on voyait pas beaucoup en Ligue 1, où tu avais une intensité rare et tu avais un système tactique extrêmement rigoureux, mais on n'était pas sur du football léché non plus pour moi. Après, peut-être que les mecs, Moi, vous j'en ai allez un me bon contredire, hein, souvenir. c'est le souvenir. Mais oui, On c'était en a, sympa, hein, je Ouais. comprends. je pense qu'on en a un bon souvenir parce qu'il passe juste après René Girard sur le banc des Nantais, donc forcément, rapport au fait que l'autre c'est une horreur, Non, ça paraît mais regardable quoi. Non, mais au-delà de ça, moi j'avais le souvenir qu'il y avait quand même eu 6 mois intéressants avec des joueurs de qualité et je sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis influencé par le temps qui passe aussi, Après, je suis mais pas non. très objectif sur le FC Nantes, hein, donc c'est Ouais, possible c'est vrai, que. c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'avais surtout le souvenir, et on le retrouve un petit peu à Porto aujourd'hui, que on n'est pas sur un coach qui va être, on va dire, sur des circuits tactiques extrêmement séduisants. On est Non, on plus est plus sur sur un de la coach qui rigueur, hein. la joue à l'énergie, à l'intensité, à la rigueur tactique. Et c'est plus un chef de guerre qu'un maître tacticien, si je peux dire. La première mesure qu'il a mise en place au FC Nantes, c'est les doubles entraînements. C'est entraînement le matin, entraînement l'après-midi. Ce qui est très, très rare dans le foot français et très commun dans le foot étranger, ce qui est peut-être d'ailleurs un des problèmes de notre football. Mais par exemple, Valentin Rongier l'a dit, le premier truc qu'on a vu, c'est sa capacité à nous faire travailler physiquement et sa capacité à être ultra rigoureux aux entraînements. Valentin Rongier expliquait dans une interview assez récemment sur Conceição que il y a une signe d'émargement, comme quand on est à l'école, qui était signée tous les matins à 8h45 à l'arrivée au centre d'entraînement, que chaque joueur devait venir expliquer son retard auprès du coach, et que dès qu'un joueur ne signait pas la feuille, il pouvait être carrément renvoyé, ou il avait une vraie explication avec Conceição. C'était arrivé à un joueur, alors je ne sais plus qui c'est, qui se disait que ça ne servait à rien de signer cette feuille, et Conceição lui a dit l'implication que tu mets à signer cette feuille, c'est celle que tu mettras à l'entraînement et ensuite en match. Donc il y a une énorme rigueur, mais par contre après ça, il est capable, et on l'a vu, et c'est pour ça qu'il prend, c'est un entraîneur qui prend énormément de cartons sur son banc. C'est un entraîneur qui est très proche de ses joueurs et qui va toujours tout faire pour les défendre. Il est vraiment au-dessus de son groupe tout en étant au milieu de ce groupe. Il a ce côté dans le management qui ressemble un petit peu à un Simeone ou un club, c'est-à-dire une vraie proximité avec les joueurs en ayant une rigueur de tout instant. Oui, c'est ce que je disais en déconnant avant l'émission, c'est que c'est un peu le Simeone du pauvre, entre guillemets, mais on est sur le même style de coach et sur le même style d'homme. Oui. Cette transition est pas ouf. Oui, oui, tout à fait, Jules. Non, mais c'est ce que Non, je dis mais depuis tout à l'heure, en fait, je suis d'accord avec toi. je remettais juste une pièce dans la machine pour que vous réenclenchiez. Non, non, mais t'as raison. En fait, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, donc je vais pas me répéter. Mais par contre, on peut aussi constater que c'est un entraîneur qui progresse un petit peu, en tout cas dans sa vision tactique depuis quelques années. Après, il a encore quand même quelques faiblesses. Et c'est un sujet qu'on a pas mal abordé avec Alex Ribeiro, justement. Et c'est là-dessus que tu avais lancé ta question, donc je me permets de rebondir là-dessus. C'était sur sa capacité à faire confiance aux jeunes, qui était bizarrement en inadéquation avec la nouvelle politique de Porto. On l'a dit, Porto donc a délaissé un petit peu cette cellule de recrutement pour se réintéresser à des joueurs, alors peut-être plus du championnat, donc ils vont aller chercher plus des joueurs dans les équipes de milieu de tableau, on va dire, ou de bas de tableau, qui restent des joueurs intéressants. Et à côté de ça, ils mettent vachement l'accent sur la formation, donc ils ont réinstauré toute cette politique de formation, comme l'expliquait Flo. Et une des caractéristiques qui a été, enfin, un des faits qui a été pas mal reproché à Conceição, c'est justement cette capacité à faire confiance aux jeunes. À tel point qu'il y a un exemple qui est très précis. Alors, j'ai oublié son nom déjà, c'est terrible, c'est pas très préparé cette émission, mais un petit jeune du centre de formation de Porto qui a décidé de partir à C'est l'âge de 17 ans. Esteves, Esteves, voilà, le merci beaucoup. latéral.
voilà, qui a décidé de partir cet été au Sporting parce qu'il savait qu'avec Conceição, il n'aurait pas la possibilité d'avoir du temps de jeu, alors qu'en plus, c'est un latéral droit et c'est sûrement un des postes où il y avait les plus de lacunes dans l'équipe, dans l'effectif. Et du coup, voilà, il a pris cette décision de partir et c'est quelque chose qui n'a pas été très bien vécu par les supporters et peut-être même aussi au sein du club. Donc voilà, c'est encore un coach qui doit progresser sur certains aspects. Et là, cette année, on le voit justement parce que suite à ces critiques-là, il a eu une évolution un petit peu dans son coaching et il a tendance à faire de plus en plus confiance aux jeunes. Non, mais c'est significatif cet exemple. Ça montre que les jeunes du centre, peu importe les promesses de fric ou autres que tu leur fais, ils ressentent ou pas la sensation qu'ils pourront être intégrés à l'effectif. Et visiblement, même les talents formidables comme Esteves, c'est ce que nous disait Alex, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il a quand même fait des matchs de Ligue des Champions. Enfin voilà, lui aujourd'hui, son choix est validé de départ. Et Conceição arrive là maintenant à faire un peu plus confiance aux jeunes, notamment à son fils. Euh, mais en dehors de ça, ce que je voulais dire, c'est surtout préciser aussi, parce que les gens qui vont avoir un regard différent sur l'émission, sachez que vous allez écouter l'émission où le match retour contre Lyon sera passé et on enregistre le 12 mars. Donc nous, on est entre les deux matchs. Donc ceux qui vont avoir un regard différent sur potentiellement les jeunes de Porto qui auront mis 4 buts à Lyon, nous, on l'a pas encore vu. Oh, non, t'es dur, là. Vu ton karma en ce moment, c'est dur. C'est Non, dur. mais maintenant que je sais que j'ai un super pouvoir, j'en use. Alex, tu voulais rebondir, toi, sur Conceição et potentiellement sa confiance aux jeunes et sa gestion d'effectifs? Surtout, ouais, sa gestion d'effectifs et dire qu'il a quand même de sacrés faits d'armes parce que je vous rappelle qu'il sort quand même la Juve de Cristiano Ronaldo en match aller-retour. Derrière, il perd contre Chelsea 2-0 à l'aller, il gagne 1-0 au retour. C'est un mec qui quand même est transcendant. Et alors, ok, on peut chipoter sur le jeu, peut-être que c'est pas assez léger, pas assez léché, pardon, à vos yeux. Moi, je suis désolé, je vais au stade, je vois un match de Conceição, je sais que je vais voir 11 mecs qui vont se dépouiller, que contrairement à Simeone, ils vont continuer d'attaquer tout le temps. Il n'y aura pas ce truc de ça y est, on a marqué le premier, on attend bloc bas et on procède par des phases de contre. Qui, en fait, il transmet à son équipe une rage de vaincre. Et je trouve que c'était vachement frappant dans le match retour contre la Juve, où on voyait une équipe qui était transcendée et qui faisait corps avec son coach. Et des images comme ça, c'est peut-être un peu naïf, mais moi, ça me touche et Non, je suis d'accord ça avec me toi. plaît. Et on l'a vu aussi d'ailleurs contre le match retour contre Lyon, là où il gagnait 3-0, il continuait à attaquer. C'était splendide T'es hier. un enfer, t'es un enfer. Non, blague à part, on est tous d'accord. C'est ça qui marque quand t'es un peu observateur du foot, c'est que on sent, on sent que quand tu regardes Conceição et ses équipes, on n'est pas sur une fraude, on sent qu'il y a une densité. Je sais pas comment exactement l'expliquer, mais il y a une densité qui a un vrai coach derrière et qu'on n'est pas sur un ancien joueur qui a pris un banc parce que c'est un ancien joueur et qu'il y a des idées et qu'il y a une conception de jeu et on a hâte de voir comment ça va se développer et comment ça va s'améliorer avec le temps, Flo. Bah ouais, c'est exactement ça. Quand je donnais l'anecdote tout à l'heure à Nantes, évidemment, c'est ce qu'il a appliqué tout de suite quand il est arrivé à Porto. Beaucoup de travail physique, beaucoup de travail sur l'intensité. Il faut savoir que les joueurs sont pesés tous les matins avant d'arriver à l'entraînement, donc il y a un suivi qui laisse aucune place à un manque de rigueur chez les joueurs. Il y a Ça notamment pas bien son dit dans ce fils cas-là. là, son fils qui a Francisco, qui a un milieu très talentueux, qui a 19 ans, qui commence vraiment à avoir de plus en plus de temps de jeu. Il lui a balancé une fois parce qu'il devait perdre du poids en pré-saison. T'as faim, bah bois de l'eau. T'as pas d'autre choix, va falloir que tu travailles, et c'est pas parce que t'es mon fils que je te ferai jouer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite il a mis cette force Pareil. collective qui s'était un peu Il le perdue. fait jouer quand même. Ouais, il le fait jouer quand même, en tout cas il a amené à Porto directement en arrivant en 2017 cette force collective qui s'était complètement perdue, tout en n'ayant pas du tout les mêmes moyens sportifs ou financiers que les entraîneurs précédents, Villas-Boas ou notamment Roland Lopetegui. Enfin, la phrase, après, on peut aimer ou pas l'homme, mais c'est vrai que la phrase t'as faim, bah bois de l'eau. Je te cache pas que si mon père il me dit ça, je lui dis laisse-moi tranquille. Je t'ai rien dit, il fallait mettre une capote si t'es pas content. Mais Val, enchaîne, démerde-toi. Ouais, vraiment, vraiment. Pire transition, hein, mais je la prends, je la prends. Non, c'est juste une petite phrase pour ajouter que même si il y a des approches tactiques qui sont encore peut-être qu'on s'identifie pas forcément à ces trucs-là. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. En fait, il a quand même des préceptes nécessaires dans le football moderne. Et ben lui, il les a et il sait les mettre en place en termes de rigueur, en termes de voilà, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, d'intensité, et cetera. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important dans le foot de haut niveau aujourd'hui, cette rigueur. Et il y a plein de clubs qui l'ont pas, il y a plein d'entraîneurs qui l'ont pas. Donc, faut aussi lui reconnaître ça.
Oui, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a une vraie densité de coach. On n'est pas sur une espèce de fraude. Et je suis vraiment désolé pour ceux Gourvenec. qui aiment bien Jocelyn Voilà, Gourvenec. c'est ce que je disais. Je le Putain, je dis. commence à être tellement prévisible. Mais, mais non, non, mais blague à part, on est vraiment sur un coach où on sent qu'il y a des préceptes, etc. Et donc, il est certainement pas au firmament de sa carrière de coach et son développement, mais on voit où il veut aller, comment il veut aller. Et là, avec Porto, il commence à avoir un équilibre, notamment dans son effectif, qui va lui permettre de faire un petit peu ce qu'il veut au fur et à mesure. Et on va voir ce que ça donne en Europa League, parce que là, bon, ils viennent de se qualifier contre Lyon, mais on va voir comment ça va aller plus loin. Mais, mais non, on va voir. Je pense qu'il faut lui laisser encore du temps. Ça fait 4 ans qu'il est là, mais il est en train de mettre en place ces petites choses. Et on sent que dans son effectif, il arrive à avoir justement cet équilibre qu'il n'avait peut-être pas avant, notamment avec les jeunes et la formation, où dans son effectif, on trouve à la fois des joueurs très confirmés, des soldats solides, et comme on disait tout à l'heure, au niveau de la politique de recrutement, des mecs qui connaissent le championnat et qui sont sereins, et à la fois des petits jeunes pépites. Est-ce qu'on peut faire, sans faire une fiche Wikipédia de l'effectif, est-ce qu'on peut revenir notamment sur un peu les joueurs sûrs de Conceição, un peu les guerriers, les soldats, les mecs qui posent en premier sur la feuille de match? Moi, juste un petite info qui est quand même assez paradoxale parce que j'ai regardé un petit peu l'âge de l'effectif. Et en fait, il y a très peu de joueurs jeunes. C'est un effectif qui Ouais. est très homogène en termes d'âge. Et par exemple, il y a un seul joueur de moins de 20 ans. Donc, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est encore un axe sur lequel il doit progresser, l'intégration des jeunes. Mais tout ça pour dire que l'effectif a plutôt un profil d'effectif assez confirmé, en tout cas. Beaucoup de joueurs qui ont 22, 23, 24 ans. Ouais, mais même Oui, un non, peu mais plus, entre 25 et 28 ans, quoi. c'est là où je disais que on allait entre guillemets lui laisser du temps. C'est que on sent qu'il commence doucement à intégrer des jeunes dans son effectif, et c'est surtout par des rentrées, etc. Mais qu'aujourd'hui, son équilibre de base, il est fait surtout sur des mecs confirmés. Et est-ce que du coup, on peut citer quelques noms, quelques postes, quelques joueurs de mecs sur qui il se base? Bah, en défense centrale, il y a le retour d'une des légendes du club, c'est Pépé, qui doit avoir à peu près le même âge qu'Alex aujourd'hui, mais 39 ans, ouais. qui est excellent, enfin qui a encore un très bon niveau et qui apporte beaucoup beaucoup de solidité dans cette équipe. Alors c'est pas le défenseur le plus mobile évidemment, mais il apporte toute cette expérience. Et après il y a des joueurs d'expérience comme Taremi, mais qui sont pas des joueurs qui ont une expérience du très haut niveau. Taremi, il y a encore 3 ans ou 4 ans, il jouait à Persepolis, parce que c'est un attaquant iranien. Il a 28 ans donc, ou 29 ans, donc c'est pas le joueur sur lequel on va faire une plus-value. Il y a certains moves qui sont parfois très intéressants. Je sais plus, non, c'est pas à Rio Ave où il est avant. Il fait une saison Taremi, mais en tout cas voilà, c'est un joueur qui commence à bien marcher dans le championnat portugais. Le Porto le prend plus parce qu'il y a une opportunité de le faire, plus qu'avec l'idée de soit de faire une plus-value derrière parce qu'il est jeune, soit dans l'idée d'apporter une énorme expérience au groupe. Mais en tout cas, ça marche parce que Taremi, il est obligé. Il est aujourd'hui à, je crois qu'il est à 13 buts et 11 passes. Et après, non, un des tauliers de cet effectif, c'est au milieu de terrain, c'est Uribe, qui est un des nombreux joueurs, parce qu'on parlait de la filiale sud-américaine, la filiale colombienne est une des plus grosses filiales à Porto depuis une grosse dizaine d'années. Et pour le coup, lui, il a 30 ans et ça fait quelques années qu'il est là déjà, et c'est le patron de cette équipe au milieu de terrain. Et surtout que Taremi, il vient de championnat un peu exotique, etc. Et après, on ne s'attendait vraiment pas. Tu vois, hier, la lucarne qui met là, à la 88e, Anthony Lopez, il l'avait pas vu venir. L'enfer. En fait, je mets plein de pions. Ouais. Il y en a un qui va tomber juste à un moment ou à un autre. Bah, du coup, je vais parler d'Evan Non, Nilsson. Comme ça, tu vas mettre un pion oui, sur Evan Nilsson. exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est que Taremi, c'est une chose. Et en effet, il est pas arrivé titulaire. Et ce qui est drôle, c'est que tu as l'impression qu'il est toujours à moitié titulaire indiscutable maintenant. Bon, il profite un peu du départ de Luis Diaz. Mais il a une relation particulière avec Evan Nilsson. Il a une Et relation particulière. Evan, Evan Nilsson, déjà, Evan Nilsson qui fait une saison énorme, hein, d'ailleurs. ouais, il fait une Soit saison dit énorme en passant. et là le départ de Luis Diaz confirme que ça va être lui la future pépite, enfin une des futures pépites de ce FC Porto. Bah, C'est ça, un dans joueur un an, qui a, ça part à 50 millions. Hein. c'est possible, c'est un joueur qui a 22 ans. Alors pour le coup, lui aussi, donc il a 22 ans. En plus, il y a une vraie plus-value possible à faire derrière. C'est un joueur qui est pas très très grand, il est pas non, enfin il a une taille à peu près normale, mais il est très très robuste. Il a ce côté, il est difficile à bouger au duel, très trapu, et en même temps il a une vraie technique, il va vite balle au pied, très très habile des deux pieds, il a une vraie bonne vision du jeu, donc c'est un joueur qui est très complet et qui a sur ce côté un peu boule de muscle résistante à tout, qui est très impressionnant.
Mais pour le coup, lui aussi, ce qui est marrant, c'est qu'il a un parcours qui est un peu bizarre. Il a fait Fluminense, mais avant d'arriver au Porto B, parce qu'il fait sa première saison pas mal avec la deuxième équipe de Porto, c'est surtout qu'il va jouer un an au début de sa carrière à Fluminense je crois que c'est en championnat slovaque. Donc ce qui est assez bizarre pour un joueur brésilien avec un petit peu de talent dans un club comme Fluminense. Et au final, bon, il va revenir à Fluminense et c'est là que Porto va dénicher le bon filon et le bon joueur. Mais c'est vrai que c'est un joueur extrêmement intéressant et on parlait de Vitinha qui est effectivement la star dans cette équipe de Porto dans les joueurs à vendre, mais je pense que Evan Nilsson sera la deuxième. Donc on a ces joueurs-là que tu viens de citer, mais on voit quand même qu'il y a des petits jeunes qui commencent à pointer le bout de leur nez. Bon, ils ont perdu du coup Esteves, donc ils ont plus envie de refaire la connerie et ils donnent un peu de temps de jeu. Et on voit le fils de Conceição, mais c'est pas le seul. Ouais, il y a la vraie pépite, c'est Vitinha, hein. On l'a vu d'ailleurs, on l'a vu sur le match aller contre Lyon. Bon, on le verra pas sur le match retour, mais on l'a vu match aller. Bah, en vrai, son coup franc direct là au match retour, c'était quelque chose quand même. Non, mais on l'a vu, c'est vraiment un vrai bon joueur de football. C'est vraiment un métronome au milieu de terrain. Il apporte une palette technique qui est vraiment très intéressante. Il sait un petit peu tout faire. Après, il y a d'autres joueurs évidemment qui sont intéressants. On pense devant à Evan Nilsson, qui est un jeune attaquant brésilien qui est en train de monter en puissance dans cet effectif, qui est devenu titulaire incontestable. Après, Très bien remplacé Luis Diaz. qui a très Et bien. du coup, Ouais. pour revenir et rester un peu que les gens se rendent compte sur Vitinha, moi, ça va faire plaisir à Val ce que je vais dire en plus. Pour revenir sur Vitinha, c'est que j'ai l'impression que dans le football moderne, on voit de plus en plus de jeunes qui percent très tôt sur les postes offensifs, où on a l'impression que c'est entre guillemets plus facile d'avoir ses qualités, de se mettre en avant. Et par contre, au milieu de terrain, il faut acquérir une certaine maturité pour avoir ces postes-là. Et tu vois, comme on peut avoir un Maxence Cacré à Lyon, c'est pour ça que je sais que ça va faire plaisir à Val, mais bon, c'est dommage qu'il ait fait un si mauvais match hier, mais c'est on- c'est plus rare de voir des gamins de 20-21 ans qui se montrent aussi jeunes dans des postes, entre guillemets, où il faut une certaine maturité de jeu. Et Vitinha, il est vraiment impressionnant au milieu de terrain. Bah, Vitinha, lui, pour le coup, en plus, il a connu l'échec. La saison dernière, il a été transféré à Wolverhampton dans l'autre industrie Mendes et ça n'a pas trop fonctionné pour lui. Alors, il a eu du temps de jeu, c'est pas le problème, mais ça a été plutôt un échec et finalement, il est revenu à Porto. Et c'est là qu'il éclot vraiment cette saison. Il avait déjà montré de belles choses sur sur son premier passage à Porto quand il sort du centre. Après la deuxième division, parce que c'est aussi un fait sur la formation, on l'a pas dit, mais qui est très très important pour le FC Porto, c'est d'avoir son équipe B qui est en deuxième division portugaise. Donc c'est une vraie plus-value aussi pour faire développer des jeunes joueurs. Et toi, Flo, tu voulais parler d'un autre joueur et puis après on termine là-dessus. Moi, je voulais parler d'un autre joueur parce que j'ai vu un petit peu du match contre Lyon, mais j'avais surtout vu les matchs en poule contre Liverpool parce que c'est pas gagné déjà pour Porto d'être en Ligue Europa. On parle de ce match contre Lyon et de cette formidable match retour assez incroyable. Ils sortent troisième d'une poule avec l'Atlético, Liverpool et le Milan AC. Et c'est le Milan AC qui finit derrière Porto. Quand on voit ce que le Milan AC fait encore cette saison en Serie A, c'était pas gagné sur le papier. Porto a notamment gagné contre Milan. Et le joueur, moi, qui m'avait beaucoup marqué, c'était Joao Mario. Alors, rien à voir avec le numéro 10 de la sélection. Mais c'est le latéral, pareil, il a 22 ans aussi. C'est le latéral droit de cette équipe et qui a toutes les qualités du latéral droit moderne. Très habile balle au pied, très bon offensivement. Je le trouve pas dégueu défensivement, même s'il a encore à progresser. Et surtout, il a une très très belle qualité de centre. Mais Donc moi, c'est un joueur moi, il très m'avait. intéressant. Alors, c'est là où je mets un petit peu d'eau dans ton vin, c'est que c'est vrai que ce petit Joao Mario m'avait marqué moi aussi, mais c'est vrai que quand on a parlé avec Alex Ribeiro, il nous disait qu'a priori c'était peut-être le chantier de Conceição, c'était peut-être ses latéraux justement, Ouais. où défensivement c'était un peu fragile, donc peut-être qu'on va pas s'avancer sur nos on va dire rares visionnages du FC Porto. Je vais pas vous dire que je regarde la Liga Bwin tous les week-ends. Avec ce mix de jeunes et de vieux dans ce club-là, qu'est-ce que Porto, avec son président emblématique et sa nouvelle direction sportive et son nouveau coach depuis 4 ans, peut espérer à l'avenir? C'est un peu paradoxal ce que tu disais, Jules, tout à l'heure, parce qu'en vrai, tu disais qu'il faut laisser du temps à Conceição. Alors, il en a déjà eu un petit peu déjà, parce que c'est quand même pas commun de rester 5 ans en poste. Mais il y a un truc avec Porto, c'est que c'est quand même un club qui est destiné à rester un club entre guillemets «de passage» sans aucun aspect péjoratif du tout. C'est ce qu'on appelle le sub-top.
Ouais, exactement, ouais, exactement. Mais c'est des clubs de transition pour des joueurs qui alors ça l'a longtemps été pour des joueurs sud-américains pour passer ensuite un palier dans les plus grands clubs. Mais aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que ça reste un club qui ne pourra pas qui pourra difficilement ambitionner d'aller plus haut, et on l'a vu encore avec les transferts. Ils ont recruté Luis Diaz, au bout de 6 mois, 1 an, il est parti, pour très cher. Vitinha, bah, tu vois toutes les pépites qu'on a citées, Vitinha et Van Nistelrooy auront très probablement des offres de transfert assez conséquentes dans les prochains mois ou les prochains mercatos. Donc voilà, c'est des clubs qui perdent, tous les ans leurs meilleurs joueurs et donc qui ont des difficultés à aller plus haut. Après, c'est un club qui fonctionne tellement bien et qui est aussi rodé et c'est vraiment il faut comprendre que c'est vraiment une institution au Portugal, hem, du qu'on peut se projeter pour dire que ce sera toujours un club qui réussira. Alors peut-être avec des années un petit peu moins bien, sur des recrutements ou sur des formations un petit peu moins, performantes sur certaines années. Mais voilà, c'est un club qui est structuré et qui aura toujours cette comment dire? Cette grandeur et ces résultats, Oui. positifs, à terme. En fait, ce que tu veux dire, et je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord là-dessus, c'est qu'a priori, comme les 10-15 dernières années, Porto est destiné à jouer le titre au Portugal, à jouer sérieusement les phases de poule en Ligue des Champions et de temps en temps en Ligue Europa, et éventuellement jouer des huitièmes et des quarts. Mais a priori, il n'y a aucune raison que ça devienne une grosse place forte du foot européen. T'es d'accord avec ça, toi, Alex? Complètement parce que ils sont déjà c'est un budget qui est pas colossal et Flo vient de dire ils vont pas aller gagner une troisième Ligue des Champions. En fait, plus le foot évolue et tend vers des mastodontes du foot avec des budgets démesurés, moins ils auront de chance évidemment de gagner cette Ligue des Champions. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un club qui travaille super bien et contrairement à la Fio par exemple où on s'était dit bah cette année ça travaille bien mais dans l'avenir on sait pas trop, bah Porto on sait qu'ils vont continuer à bien travailler. Donc en fait, il n'y a pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. C'est un club qui performe et qui va continuer à performer, qui aura peut-être 2 3 années de creux comme c'est arrivé avant quand Sessao arrive, Comme mais qui se Benfica revient traverse actuellement. exactement, mais qui reviendra toujours sur le devant de la scène. Ouais, ça reste quand même, quoi qu'il arrive, une place forte d'un championnat plutôt fort du foot européen. Mais en tout cas, vous avez compris qu'il y a quand même plein de joueurs intéressants à regarder dans cet effectif-là, qu'il y a un coach qui a plein d'idées, qui est intéressant à analyser, et que même dans les coulisses, il y a un président très fort et qui est là depuis longtemps, où ça peut être quand même assez marrant de suivre les actualités. Donc en tout cas, ça vaut le coup de suivre l'évolution de ce club-là, et en tout cas de les suivre même en Europa League, maintenant qu'ils sont qualifiés en quart. Euh, Bon, c'est vrai que le coup de coude de Ndombele dans le visage de l'arbitre n'était pas obligatoire hier, mais en tout cas, c'est vraiment une équipe, nous, on a aimé travailler, on a aimé préparer ce sujet-là. Les rares matchs où on les a vus jouer, on a kiffé, que ce soit en Europe ou de temps en temps en championnat portugais. Donc on vous encourage à vraiment regarder cette équipe de plus près. Nos amis de la péninsule ibérique font quand même du beau football, c'est un vrai peuple de foot, et donc c'est pour ça aussi qu'on voulait en parler, ça vaut vraiment le coup d'œil, et du coup vraiment à tous les étages du club. Et du coup ma conclusion est pas ouf, mais on va complètement passer à vos chroniques maintenant. Petite précision avant de commencer ces chroniques, elles n'ont pas été enregistrées en même temps que l'émission, donc ne soyez pas étonnés en cas de petites différences de son, c'est tout à fait normal. Alex, tu voulais nous parler d'un pays qui est cher dans le cœur de Val, nos amis les Allemands, et la politique sportive du Hertha, qui n'est pas vraiment une réussite. Et bah laissez-moi vous parler de cet excellent bouquin de Lars Windhorst, Comment condamner un club de foot. L'histoire, elle est passionnante. Elle commence en 2019 quand notre ami Lars décide d'injecter dans le capital du Hertha Berlin 125 millions d'euros pour récupérer 37,5% des parts. Mais Lars, il s'arrête pas là. En novembre de la même année, il ajoute 99 millions d'euros pour totaliser 49,9% et ainsi se conformer à la fameuse règle des 50+1, bien connue des auditeurs de Poteau Carré. Pour faire simple, grâce à cette loi, un investisseur ne peut pas détenir plus de 49% du club, même s'il en a les moyens, et ceci afin de protéger les clubs des délires extravagants de millionnaires dépressifs. Ça, c'est sur le papier, mais vous allez vite vous rendre compte que même avec seulement 49% des parts, notre ami Lars a du talent niveau gâchis. Cette même année, il déclare, et ça vous donne un petit prémisse, d'ici 3 à 5 ans, le Hertha Berlin devra jouer le titre. Alerte spoiler, ça n'arrivera jamais. Première année au club, Lars est généreux et il dépense sans compter. Il envoie 110 millions sur la table pour des joueurs qui vont l'emmener au titre. Luka Touzard, 25 millions. Piatek, 24 millions. Luke Bacchio, 20 millions.
Cunha 18 millions, Askasibar 10 millions, Lowen 7 millions. C'est clinquant, c'est beau, et lorsque Klinsmann débarque en tant que coach, il nous gratifie de cette phrase mythique. Il y a des spéculations sur de nombreux joueurs de niveau Ligue des Champions, c'est tout à fait normal, ce sera notre avenir, c'est ce que nous recherchons. Les Lyonnais en rient encore, et pas moins de 3 entraîneurs vont se succéder sur le banc du Hertha pour la première année de Lars, qui termine à une triste 10e place. Mais c'est pas grave, il en a vu d'autres le Lars, et il se décourage pas. L'année suivante, 31 millions de dépenses, dont 15 millions sur John Cordoba, 7 sur Alexander Schwolo, mais surtout les mythiques Radonjic, Guendouzi et Papi Khedira. Bilan, 2 entraîneurs cramés et une 14e place. Alors parlons de cette année, qui est sûrement la pire du Hertha Berlin. Aucun des joueurs de Champions League ne s'est imposé, beaucoup sont partis et le Hertha est 17e. Au total, c'est presque 400 millions d'euros qui ont été dépensés pour aujourd'hui voir le Hertha flirter avec la relégation. 3 entraîneurs ont été utilisés depuis le début de l'année et les déclarations sont passées de « on veut jouer le titre » à « investir dans le Hertha ne m'a apporté que des inconvénients ». On en rigole, mais ce qu'il y a de terrible dans cette histoire, c'est le mensonge. C'est raconter à ses supporters qu'on va devenir une place forte européenne pour finir relégable. C'est dépenser des millions n'importe comment et changer d'entraîneur 8 fois en 3 ans. L'incompétence se paye cash dans le foot, c'est très difficile de performer quand on ne sait pas de quoi on parle et les vautours sont nombreux pour vous penser à mal dépenser. Alors pour finir, je dirais bravo Lars et surtout merci pour cette masterclass de gestion. Les supporters du Hertha vous portent très certainement dans leur cœur et pour toujours. Bon bah Alex, on a bien compris qu'a priori le Hertha n'avait pas de très beaux jours devant eux, notamment avec leur très beau recrutement, notamment un truc à dire sur Lucas Touzard, Val? Bah oui, a priori, de manière, quand un club veut construire un projet en achetant Lucas Touzard 25 millions d'euros, c'est quand même compliqué de construire un projet viable à long terme. Hein. Oui, on est sur un benchmark qui est à moitié solide. Flo, toi, au niveau de ta chronique, tu vas pas aller très loin par rapport à Alex, tu vas aller chez le peuple le plus arrogant du vieux continent, cette bande de gros bataves, les Hollandais, volants, pas toujours. Ce dimanche 20 mars se joue l'un des matchs les plus chauds d'Europe. Et je ne parle pas là du Roma Lazio, du Tottenham West Ham qui se joueront ce dimanche, ou même des derbys turcs, grecs ou encore des Balkans, mais bien d'une rivalité au cœur de l'Europe occidentale et pourtant trop souvent oubliée. Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam. 2 des 3 plus gros clubs hollandais de l'histoire, l'Ajax et ses 35 nationaux, 4 C1 et une coupe de l'UEFA. De l'autre côté, Feyenoord, 15 Eredivisie, le championnat hollandais, ainsi qu'une C1 également et 2 coupes de l'UEFA. 2 clubs seulement séparés au rang national par le PSV Eindhoven avec ses 24 titres de champion. Le PSV qui est d'ailleurs trop souvent considéré comme le rival de l'Ajax. Pourtant, 2 classiqueurs est avant tout le derby entre l'Ajax et Feyenoord, entre Amsterdam et Rotterdam. Alors vous me direz, c'est pas bien compliqué, dans un pays à peine plus grand que la Belgique, mais ce sont 2 villes et 2 clubs seulement séparés de 75 km. Une rivalité qui prend d'ailleurs son ampleur bien au-delà du foot dès les années 60-70, alors que les 2 clubs dominent allègrement le football batave, renforcée par l'opposition culturelle et viscérale entre 2 villes, qui a commencé bien avant la haine sportive d'aujourd'hui. D'un côté, Amsterdam, la capitale historique, artistique, arrogante et bourgeoise, contre Rotterdam, ville portuaire et ouvrière qui se développa particulièrement grâce à la construction de lignes de chemin de fer permettant à la ville d'être directement reliée à l'Allemagne à la fin du 19e siècle. C'est d'ailleurs à la fin du 19e siècle, avec un projet de ligne ferroviaire reliant Anvers en Belgique à Amsterdam en passant par Rotterdam, que l'hostilité s'accentue entre les grandes villes, alors que le conseil municipal de la capitale amsterdanoise tenta en vain de faire pression pour que le tramway évite volontairement Rotterdam afin d'en freiner le développement. 2 villes qui connurent également des trajectoires opposées, Rotterdam étant plombée socialement et économiquement par la crise des années 80 et notamment la désindustrialisation qui frappa la ville. Une ADN qui se retrouve évidemment et également dans le jeu de ces 2 équipes, Feyenoord étant d'un côté connu pour son intensité et sa rugosité face à la technique, au jeu léché et tactique de l'Ajax. Sur le plan continental, si l'Ajax atteint en premier la finale de C1 pour un club hollandais en 1969, la Coupe des clubs champions alors, c'est bien Feyenoord qui devient à jamais le premier club hollandais à soulever la Coupe des clubs champions un an plus tard en 1970, avant que l'Ajax enchaîne 3 succès de rang de 1971 à 1974 avec le football révolutionnaire total de Rinus Michels. Un antagonisme également renforcé par certains transferts, rares certes, mais qui sont déjà arrivés, comme celui du plus grand joueur batave de toute l'histoire, Johan Cruyff, passé chez l'ennemi du Feyenoord lors de son ultime saison en 83-84 après son retour à l'Ajax. C'est différent avec sa direction amsterdanoise pour finir finalement sa carrière sur un doublé coupe championnat à 36 ans du côté du Feyenoord, au nez et à la barbe de son club formateur.
Une saison pourtant marquée d'ailleurs par un cinglant 8-2 infligé par l'Ajax au Feyenoord qui piqua Cruyff et son club dans leur orgueil pour terminer champion. Dans les années 80, en même temps que le Feyenoord perd son rang, laissant le PSV venir perturber la hiérarchie, le hooliganisme a d'ailleurs pris une place prépondérante dans le football hollandais et notamment dans ces deux clubs, amplifiant très largement cette rivalité. En 1989, des hooligans de Feyenoord lancent d'ailleurs 2 bombes remplies de clous sur des fans de l'Ajax, faisant de nombreux blessés, dont 4 graves. Mais c'est surtout 8 ans plus tard, au terme d'une énième rixe entre supporters des deux camps, dans un match pour lequel ils ne s'affrontaient pourtant pas, qu'un supporter de l'Ajax est tué lors de la funeste bataille de Beverwijk sur une aire d'autoroute éponyme, après que les hooligans des deux camps se soient donné rendez-vous. Et enfin, en 2004, Robin van Persie, alors toute jeune pépite du Feyenoord, subit les coups des supporters de l'Ajax entrés sur la pelouse pendant le match pour finir finalement sa course à l'hôpital. Alors sportivement, évidemment, l'Ajax domine outrageusement son rival avec plus de 90 victoires contre à peine 60 pour Feyenoord. Et certains matchs sont d'ailleurs restés dans la légende, je parlais du 8-2, mais en 1960, l'Ajax a également chippé le titre de Feyenoord malgré 20 ans de disette pour le club de Rotterdam lors de la dernière et ultime journée avec une cinglante victoire 5-1. Alors encore cette année, si le titre va encore échapper à Feyenoord cette saison, le club de Rotterdam qui n'a été sacré d'ailleurs qu'une seule fois au XXIe siècle, eh bien Feyenoord pourrait à nouveau tenter de priver et de jouer les troubles faites pour priver justement l'Ajax de son titre et permettre, pourquoi pas, au PSV de revenir à niveau des Amsterdamois dans le championnat. Ok, merci Flo de remettre l'église au milieu du village. C'est vrai qu'on connaît mal ce championnat et qu'on se trompe souvent sur ce derby qui est le vrai derby finalement. Toi Val, après cet échec du PSG, donc toi c'est un peu dur pour toi en tant que Français parce que tu as vécu l'échec du PSG et en tant que supporter de Lyon, l'élimination de Lyon hier contre Porto qu'on n'avait pas vu venir. Après cet échec, tu vas revenir toi plus sur la culture club du PSG. Et enfin, tu sais de quoi tu parles, parce qu'à Lyon, il y a une vraie culture club avec Olas, c'est moins le cas au PSG. Et oui, bah, vous le savez parce que le PSG n'est évidemment pas un club que je porte particulièrement dans mon cœur, mais je pense que pour le bien-être du football français, et ce malgré tous les mérites qu'on peut accorder à nos équipes européennes cette saison, il faut se questionner et se questionner en profondeur sur ce qui s'est passé mercredi dernier. Et c'est marrant parce que le jour même du match, j'ai reçu le dernier livre des amis de Coparena qui s'appelle Comment gagner un match de foot. Évidemment, c'est pas un livre qui va vous donner une recette précise sur comment gagner un match, mais qui explique comment mettre toutes les conditions pour réussir au plus haut niveau. Et donc, paradoxe ou pas, j'ai commencé ce livre mercredi dernier et il s'est avéré que le premier chapitre était un chapitre dédié à la culture club. Alors, je me suis demandé si, au milieu de tous les marasmes que concentre le PSG aujourd'hui, si le problème principal ne venait pas de là. Évidemment, certains trouveront d'autres problèmes pour parler des multiples échecs de ce club, entre autres, évidemment, les jeux de pouvoir internes. Mais je pense en tout cas que c'est quelque chose qu'il faut qu'on questionne aujourd'hui. Évidemment, il y a cette stratégie de soft power qui est mise en place par le Qatar qui dicte un petit peu la culture du PSG et la culture économique et footballistique du club. Mais on le sait, entre l'échec contre le Real et la Coupe du Monde au Qatar qui va venir en automne, il y a beaucoup de choses qui vont changer au club dans les prochains mois et ce serait bien qu'une des idées principales que ressortent de ce nouveau, entre guillemets, club de football, bah, ce soit justement le football. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que le PSG a une culture club et si oui, quelle est-elle? Donc je me suis replongé un petit peu dans le passé du club avant l'arrivée des Qataris pour essayer de voir s'il y avait des éléments sur lesquels on pouvait se rattacher. Et le premier élément qui est ressorti, évidemment, quand j'ai repensé à cette époque, c'est cette proximité qu'il y avait entre les supporters et les membres du club. Alors peut-être que je me trompe, moi je suis un enfant des années 90, du milieu des années 90, donc j'ai peut-être pas le recul nécessaire et c'est peut-être quelque chose de subjectif, mais j'ai l'impression que de tout temps, les suiveurs du club avaient toujours un joueur auquel se rattacher et notamment grâce à des performances sportives ou alors par amour du maillot, et non par l'aura de ces joueurs-là. Je fais le comparatif évidemment avec Neymar et Messi parce que c'est les joueurs dont on parle le plus aujourd'hui, mais aujourd'hui, quel vrai supporter du PSG s'identifie autant à Neymar ou Messi qui s'identifie à des joueurs comme Ginola, Rai, Ronaldinho, Paoletta ou Néné? Là, je vous parle évidemment des vrais supporters du PSG, pas des supporters, on peut dire, internationaux, par exemple. Cette comparaison, elle vaut aussi avec les présidents, donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que Nasser représente aujourd'hui une espèce de forme d'establishment et de président inaccessible. À l'inverse, à l'époque d'un président comme Francis Borrelli, par exemple, qui était un des présidents les plus populaires, qui passait parfois certains matchs dans les tribunes ultra, ou même d'un Michel Denisot, qui est toujours resté assez proche des associations ultra, alors qu'il y avait des performances européennes qui pouvaient inciter justement à s'éloigner un petit peu. Voilà, ça pour moi, cette proximité avec les supporters, c'est quelque chose qui s'est évidemment perdu, que ce soit avec les présidents comme Nasser dont je viens de citer ou avec les joueurs qui semblent aujourd'hui être des stars totalement inaccessibles, en tout cas auprès du grand public.
Ça, c'était le premier élément. Le second, c'est un élément un peu plus factuel que j'ai constaté en regardant un peu le palmarès du PSG. Si on enlève les trophées importants, si on enlève les trophées remportés pendant l'ère Qatari, le PSG avait déjà remporté 3 Coupes de la Ligue, ce qui était un record, et 8 Coupes de France, qui faisait de lui le deuxième club le plus titré en Coupe de France derrière Marseille, sachant que Marseille a joué cette compétition 60 fois de plus que le PSG. On n'oublie pas évidemment la Coupe des vainqueurs de Coupe, la Coupe Intertoto et les belles performances européennes dans les années 90. Là encore, c'est un élément qui est très intéressant en comparatif du PSG actuel. Quand on voit cet esprit de compétition, cet esprit d'équipe, justement d'équipe imprenable sur un match ou sur une confrontation aller-retour, et ben, on fait le comparatif avec le PSG d'aujourd'hui, on voit que c'est un des plus gros points faibles, donc c'est sûrement un élément sur lequel il faut retravailler aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le PSG reste un club jeune qui a été créé dans les années 70. Là, je vous ai cité 2 éléments. Il y en a évidemment d'autres que j'aurais pu citer, mais qui sont, selon moi, un petit peu moins importants, mais avec un potentiel très important. J'aurais pu vous parler de la formation et des titis parisiens, par exemple, qui est quelque chose de très important, mais pour moi, c'est pas un élément encore central de la culture club parce qu'il n'y a pas encore, il n'y a pas de joueurs, malgré le vivier énorme, il n'y a pas de joueurs qui se sont réellement imposés ou alors trop peu, comme des joueurs issus de la formation parisienne pour en faire un élément de la culture club à part entière. Mais voilà, c'est encore une fois quelque chose sur lequel on peut bâtir, et la formation pourrait et devrait, selon moi, dans les prochaines saisons, être un élément central du club. Créer une institution forte, par exemple, c'est aussi quelque chose qui est selon moi nécessaire au PSG. Le fait qu'aucun joueur ne soit au-dessus ne soit au-dessus du club, ou que les phrases et les comportements inappropriés soient sanctionnés, c'est une normalité, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut s'inspirer de clubs comme Liverpool, comme le Real, comme Barcelone, ou peut-être Barcelone un petit peu moins ces dernières saisons, mais voilà, ces clubs-là qui ont une vraie culture club avec une institution très forte. Bref, le PSG aura énormément de chantiers sur lesquels travailler à la mi-saison, mais une chose est sûre, si le PSG ambitionne un jour de devenir un grand club européen, ce qui n'est plus le cas ou ce qui n'a jamais été le cas, il faudra construire une identité footballistique et pas uniquement économique. Abramovich avait réussi à le faire avec Chelsea. Guardiola l'a fait avec City, malgré l'absence de titre européen. Le PSG doit s'en inspirer. Bon les gars, j'imagine pas de réaction après ce constat limpide et clair. Non, bah, j'aurais pu faire 1h30, mais 1 minute 30, ça va être beaucoup trop court pour réagir sur toute cette absence de culture club depuis, depuis l'arrivée des Qataris. Bon, en tout cas, les gars, merci à tous de nous avoir suivis sur cette émission, de nous suivre en général, de nous partager, d'en parler autour de vous. On revient très vite avec plein de nouveaux formats. On va essayer de vous en apprendre plus dans la rigolade et la bonhomie, bien entendu. On revient très vite avec notamment un top 10 vidéo, je crois, avec Val et Flo. On va peut-être avoir très vite aussi ce mois-ci la première de Rendez-vous en terrain connu. Donc visiblement Alex n'est pas au courant, mais comme ça je lui mets une petite siompe. Et donc c'est un petit format que vous allez kiffer, je pense, un nouveau format qu'on va vous présenter. Et sinon, du coup, continuez à nous soutenir, notamment sur Tipeee, sur les réseaux sociaux, ça nous aide énormément. Vous vous en rendez pas compte, mais ça nous permet de vous proposer des choses beaucoup plus cool, de meilleure qualité. Et sinon, continuez à traîner aux abords des stades, à pleurer devant vos télés, à offrir des maillots à vos neveux. Ça nous rend beaucoup plus vivants. Et aujourd'hui, c'est un luxe. Allez, ciao.